Bonjour à tous et bienvenue dans les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Aujourd'hui, épisode 25, si je ne dis pas de bêtises. Alors je dis ça parce que je pense qu'on est au niveau 0 de préparation. L'équipe vient d'arriver 30 secondes avant, on s'est dit les sujets. C'est la rentrée, c'est le plus important, c'est qu'on est de retour en ce début septembre, et c'est bien ça, on est bien début septembre. On y est, on sent le début. On sent que le décalage est dur. On a du temps à aller, on voit que tout le monde est détendu. On reprend nos marques. J'espère que vous avez passé un bel été, messieurs, déjà pour démarrer, même si un petit peu avant. On a certains de nos compatriotes, notamment des Têtes dans le Cloud, qui sont toujours en vacances. Petite dédicace à Romain, à Kevin. On a Benjamin qui était occupé aujourd'hui, qui n'a pas pu se joindre à nous. En tout cas, on a de quoi démarrer parce que le dernier épisode donc, des Têtes dans le Cloud remonte à début juillet. C'est ça. Pour rappel, et on vous encourage d'ailleurs à voir l'épisode si vous ne l'aviez pas vu, on avait rencontré les équipes de l'éditeur Powell Software sur les enjeux de la Digital Workplace, la relation aujourd'hui entre l'intranet, la digital workplace et les enjeux de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Donc on avait reçu notamment Mathias et Paul des équipes de Powell. J'ai appris beaucoup de choses ce jour-là. Je tenais à vous le dire, je suis assez content de cet épisode parce que ça fait longtemps que moi j'avais pas été deep dive dans du modern work et en fait, c'est hyper cool quand même, faut le rappeler. N'est-ce pas ? Je comprends pourquoi tu fais ce métier, Kevin. Donc voilà, c'était l'épisode spécial avec l'éditeur Powell. Et du coup, voilà, c'est passé à peu près 2 mois. Alors, on le sait, les mois de vacances sont pas forcément là où il y a le plus d'annonces. Néanmoins, on est à une heure où, on le sait, on est en flux continu de nouveautés. Donc, Microsoft, notre éditeur favori, n'attend plus les grands événements pour faire les grandes annonces. Donc il y a des choses qui se passent, notamment bousculées par les roadmaps d'autres éditeurs comme OpenAI, qui n'attend pas Microsoft pour sortir ses features. Donc il y a des choses qui se sont passées en juillet-août. Alors je ne sais plus comment on a fait le programme. Est-ce qu'Antoine, tu veux nous montrer le programme ? Voilà, bon. Assez simplement et modestement, on a appelé ça la rentrée Microsoft 365 Copilot. Globalement, les grosses news entre juillet et août, ce que Kevin t'a pu en retenir. Ouais. On fera la même chose du côté des nouveautés Fabric. Alors on sait Fabric, ça va être un peu particulier parce que dans 10 jours... C'est ça. Voilà, dans 10 jours, le 15 septembre, on a la FabCon qui européenne. Vous voyez, merci Antoine de le rappeler. Il y aura une spéciale. Exactement. Donc on fera une spéciale. Donc la FabCon, le gros événement autour de Microsoft Fabric, la plateforme data SaaS de Microsoft, qui se passe aujourd'hui 2 fois par an à peu près. Ça. Et on sait que forcément l'éditeur va garder beaucoup de choses pour la FabCon parce que c'est souvent un événement où il y a beaucoup d'annonces. On aura après l'Ignite en novembre, mais ça risque d'être un moment assez charnière pour Fabric. Néanmoins, tu m'as dit, il s'est passé quand même pas mal de choses. On a des petites news à se partager. Et après, on survolera 2 sujets. Voilà, il s'est passé côté Azure aussi des choses. On tease un peu l'arrivée d'un GPT-5 que Kevin nous évoquera aussi côté Copilot, avec des petites nouveautés côté interaction outils qui vont faciliter l'usage des agents, l'usage de l'intégration, encore une fois, multisystème. Donc j'ai 2 petites news sur le sujet que je vous partagerai enfin. Je pense que quand même dans notre programme, vos 2 sujets sont les plus costauds, parce qu'il y a pas mal de choses à se raconter, donc on verra le temps qu'on aura à la fin pour la partie Azure AI. Yes. Ceci étant dit, alors, on vous rappelle quand même, et on vous remercie de nous avoir suivis toute l'année passée, c'est la rentrée, mais on a passé une grosse année. On avait fait un petit épisode bilan de clôture, vous êtes de plus en plus nombreux. On vous encourage bien évidemment à suivre la chaîne sur YouTube, à suivre sur... Qu'est-ce que tu me dis, Antoine ? On est bientôt à 3000 abonnés. Et voilà, notre petit chemin progresse. Merci à tous. Donc, sur Spotify, Apple Podcast, n'hésitez pas à liker, à partager. On continuera à vous accompagner tout au long de cette nouvelle année, considérant que c'est la rentrée scolaire. Yes. Kevin, on va démarrer du coup. Back to school. Microsoft 365 Copilot, qu'est-ce que tu peux nous raconter ? Qu'est-ce qui s'est passé dans le petit monde de la moderne work ? Il s'est passé beaucoup de choses et on s'éloigne mine de rien de beaucoup d'une solution qui a apporté juste du confort ou une curiosité technologique à quelque chose qui va devenir de plus en plus indispensable dans le quotidien des gens. Donc là, on parle de Copilot. M365 Copilot, tout à fait. D'accord. M365 Copilot, parce que là, c'est vraiment...
Là, toutes les fonctionnalités que je vais expliquer, c'est essentiellement la partie payante de M365 Copilot, donc là, les séances dédiées côté professionnel. Il y a quelques actualités côté Copilot, on va dire, gratuits, inclus dans les licences entreprises de Microsoft 365, mais je le préciserai quand c'est le cas. Alors, la grosse nouveauté déjà de l'été, c'est l'intégration déjà de GPT-5 à l'intérieur de M365 Copilot. Voilà. Donc ça, news, s'il devait y avoir une news globale quand même, dans le monde et le marché autour de l'intelligence artificielle, on a eu la nouvelle version du modèle historique d'OpenAI, qui s'appelle GPT, que l'on attendait, il y avait beaucoup de teasing, on ne savait pas trop à quoi ça allait ressembler, etc. Il a été officiellement annoncé, disponible tout de suite dans les écosystèmes Microsoft qu'on va présenter aujourd'hui, M365, Microsoft 365 et Azure. Et du coup, si on doit décrire GPT-5 avant toute explication de son intégration dans Copilot, peut-être qu'est-ce qu'on peut en retenir? L'explication, c'est un modèle qui est un peu intelligent, parce qu'en fait, il va choisir le temps de raisonnement approprié à la demande de manière automatique sans que l'utilisateur ait besoin de le demander. Donc, je mets mon prompt. Si jamais Copilot, dans sa compréhension, pense que ce qui est plus pertinent, c'est de donner une réponse très rapide, et ben, il va faire une réponse rapide, comme le fait 4O aujourd'hui. Par contre, s'il pense qu'il y a matière quand même à creuser, à approfondir la question et avoir un raisonnement un peu plus avancé, ben il va le faire automatiquement. Là où avant, l'utilisateur, il avait besoin de lui-même réfléchir en disant « Attends, est-ce que j'ai besoin que que ChatGPT passe plus de temps à raisonner ? Bah, du coup, je dois utiliser O1, mais c'est peut-être O3, peut-être O4. Ah, bah, finalement, j'ai besoin que de 4O. » Et c'est ce qui était assez dur, d'ailleurs. C'est-à-dire que souvent, ce qui était reproché. Pour nous, sur les utilisateurs avaient du mal à se dire mais lequel je dois utiliser, mais est-ce que si j'utilise celui-ci, je perds pas quelque chose, je perds pas cette réactivité que j'ai avec le modèle. Et notamment sur les modèles de raisonnement où très souvent on s'est dit dans quel cas d'usage les prendre, les appliquer, etc. En fait, la simplification, il y a un modèle unique. Voilà, je pense qu'il faut surtout retenir ça, simplification. On est sur du multimodèle aujourd'hui, c'est-à-dire que techniquement derrière, vous avez des modèles plus petits que d'autres qui interviennent en fonction de la question et du coup de l'impact en termes de consommation énergétique, intelligence nécessaire, etc. Mais ce n'est plus à vous de choisir. On va plus dans l'onglet. Tu peux toujours choisir. Tu peux toujours aller choisir sur le modèle. Justement, c'est mais ça. Lui, par lui-même, il est capable de savoir, de définir par rapport à la question s'il a besoin de plus de temps pour une recherche approfondie ou pas. Une réflexion approfondie. C'est ce qui est cool avec l'intégration avec Copilot, parce que je l'ai essentiellement testé avec Copilot. Déjà, gros big up à Microsoft qui a intégré, mine de rien, GPT-5 en à peine un mois. Attention au petit bouton essayer, il faut bien cliquer à chaque fois. Mais l'intégration, elle est là. Alors ça, justement, il y a une news qui fait partie de ça. Donc aujourd'hui, l'intégration, pour l'instant... En un mois... Je sais pas depuis combien de temps ils travaillent dessus. Ouais, mais dans les en tout cas officiellement, entre l'annonce OpenAI et quand c'est arrivé il faut louer les réactivités de Microsoft sur ce coup-là. Après, oui, ils bossent très certainement dans les coulisses depuis un certain temps. Donc aujourd'hui, comment est-ce que ça se matérialise ? Il y a un bouton essayer Copilot GPT-5. Il faut cliquer et il faut réaliser l'action à chaque nouvelle conversation. Il y a déjà une nouveauté qui a été annoncée, parce que c'est que bientôt, ça va faire partie des paramètres de Copilot. On va pouvoir activer GPT-5 par défaut pour toutes les conversations. Un switch. Donc de toute façon, ça se voyait que c'était temporaire. Du coup, dès que vous l'activez, ce qui est bien, c'est que c'est pensé vraiment très utilisateur. Il y a pour les utilisateurs débutants, c'est le confort que ça apporte. On n'a pas besoin de réfléchir à quel modèle je veux utiliser, raisonnement avancé ou raisonnement un peu rapide. On fait le prompt et Copilot décide de faire l'action appropriée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il montre, quand il passe en raisonnement avancé, les étapes de raisonnement qu'il est en train de réaliser. Ça, c'est ultra bien. Et on peut regarder en détail qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et en plus, à la fin, quand il commence à sortir la réponse, il met en titre indicatif le temps qu'il a pris pour répondre. Donc, combien de secondes ça a pris. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et ça, c'est devenu un peu une norme sur le marché. Une sorte de bench. J'avais presque un bench. J'ai testé le nouveau modèle chez Gemini. Voilà. Il met moins de secondes Banana, apparemment qui est hyper puissant sur la partie image. Pareil, maintenant, vous avez le petit compteur de secondes pour montrer la rapidité ou le temps. La rapidité, même relativisée finalement en fait par rapport au temps d'attente supplémentaire que ça représente versus la qualité du résultat. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai testé sur un cas d'usage un peu plus long où j'avais besoin de retranscrire des interviews que j'avais pris d'utilisateurs en croisant ma trame de questions avec mes notes personnelles plus le transcript de la réunion en entière. Et je l'ai faite pour 6 interviews.
Et en fait, au fur et à mesure, à chaque fois qu'il fait le raisonnement avancé, le temps réduit parce que en fait, la majorité du raisonnement de la stratégie qu'il doit mettre en place pour croiser, extraire les questions et tout, en fait, il l'a déjà faite. Donc, on voit le temps baisser, donc ça, c'est vachement intéressant. Mais là où c'est bien l'intégration avec Copilot, et c'est propre à GPT-5, en fait, tout court, c'est que pour les utilisateurs qui sont déjà avancés dans l'utilisation de plusieurs modèles, en fait, ils vont pouvoir adapter le prompt et forcer Copilot, dans ce cas-là, d'utiliser plutôt le raisonnement avancé en précisant dans le prompt, en fait, le temps de raisonnement que l'utilisateur souhaite avoir, mais aussi le fil de raisonnement qu'il souhaite avoir. Via le prompt. Via le prompt. Oui, c'est-à-dire que tu sais que si tu veux potentiellement une recherche avancée, tu l'orientes en disant j'aimerais une recherche vraiment... Non, tu lui dis prends ton temps et tu lui dis voilà la stratégie de réflexion je veux que tu aies, et du coup il suit ce fil de raisonnement-là. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que GPT-5 ne remplace pas, même s'il a un modèle de raisonnement avancé, les autres modèles, O1, O3, etc. Et c'est vrai dans Copilot aussi. Researchers et analystes qui utilisent O3 sont toujours pertinents. Et pour des travaux un peu plus longs, complexes, researchers et analystes restent plus appropriés que Copilot dans GPT-5. Il y a un petit commentaire à faire quand même là-dessus, c'est que quand GPT-5 est sorti sur le marché, ça a quand même été un grand fracas, globalement. Tout le monde s'en est plaint. Donc on pense que le nouveau modèle est toujours révolutionnaire et a priori il y a eu un effet déceptif même. Un effet déceptif parce que forcément du 4 au 5 c'est une marge énorme et on s'attend à un truc révolutionnaire. Et c'est vrai que ils ont fait l'unification du modèle que d'autres éditeurs avaient fait par ailleurs avant. C'est un rattrapage. Très bien. Par contre, les utilisateurs ont ressenti des fois un modèle moins bon, moins puissant, c'est la perception utilisateur. Ça a cassé pas mal de workflows que certains avaient un peu automatisés, des routines, des choses comme ça, qui se sont vues du jour au lendemain inefficaces finalement face à GPT-5, donc avec une mauvaise interprétation du modèle par rapport à ce qui fonctionnait avant. Donc sur ça fonctionne bien avant, ça fonctionne moins bien après, il y a eu un gros ressenti. Alors peut-être aussi par rapport à cette grosse attente qu'il y avait, les deux, mais du coup on sent que il y a eu beaucoup de com un peu d'OpenAI derrière pour essayer de temporiser, de réexpliquer. Alors il y a eu des égos comme quoi ils ont recalibrer certaines choses, il y avait beaucoup de paramètres qui n'avaient pas été nécessairement très bien. Bon bref, ils ont essayé d'améliorer les choses. Il paraît qu'il y a du mieux maintenant. Enfin bon, après c'est toujours pareil. Après un certain temps d'utilisation, moi pour être honnête, j'ai du mal à le percevoir. Enfin, pour avoir fait mes tests de mon côté un peu classiquement sur plusieurs choses, j'ai pas été révolutionné concrètement. Il y a plein de choses qui me révolutionnent la voix en ce moment. On voit où les images. Je parlais du Flash Banana, on a testé avec Kevin, où là, tu as une vraie. celui-là. Tu peux faire vraiment du Photoshop, c'est incroyable. Ouais. Et là, le GPT-5, ok, tu n'as plus à choisir le modèle, ça c'est cool. Mais moi, ça m'a pas transcendé, honnêtement. Moi, c'est sur la qualité des livrables. Enfin, après, toujours, je parle sous le prisme de Copilot. La qualité des livrables qu'il est capable de sortir, typiquement là sur l'exemple des interviews que j'ai fait, donc je lui passe 2 fichiers en entrée. Et ce qu'il m'a proposé lui naturellement, c'est écoute, il a compris qu'en fait j'avais fait 6 interviews d'affilée dans le chat. Et il a dit, je peux t'exporter si tu veux un zip avec les comptes rendus mis au propre, avec la structure initiale que tu m'avais donnée. Et je te fais un batch export si tu veux. Ouais. Et ça, sous quel format il l'a exporté ? Ouais, en fait, il m'a fait une archizip avec tous les words à l'intérieur. Ça, c'est peut-être un avantage parce que typiquement, si tu prends le parallèle sur GPT-5, j'ai fait des tests et il te vend des choses qu'il fait pas. Alors, je t'avais montré sur l'image, il te dit si tu veux, je t'entoure sur l'image le bon endroit où il y a le truc. Et tu dis d'accord. Et en fait, il se passe rien. Le 4 faisait pareil. Il a fait dans Copilot aussi des fausses promesses en me disant si tu veux, je te donne le livrable lundi à 8h. Je fais non, vas-y, donne-le-moi maintenant. Ouais, d'accord, attends, je vais te le faire. J'attends, et je vais t'en aller où ? Il fait attends, je vais le faire. En fait, c'est vraiment un collègue. C'est ça. C'est à ce moment-là où Copilot remplace l'humain. L'intelligence est plus qu'artificielle, elle est presque réelle. Exactement, il te dit, je te promets, pour lundi 8h, ce sera sur ton bureau. Et tu vois qu'il est pas prêt en fait. Pour l'année, j'avais appelé Ludo, j'ai dit, Ludo, regarde, viens voir, il me dit un truc bizarre. Il fait, vas-y, essaie. Et effectivement, j'ai rien eu. Mais sur les batch export, là, ce genre de truc un peu classique, il le fait super bien. Et en plus, dans l'intégration de GPT-5 de Copilot, le couplé à la mémoire et les préférences personnelles utilisateurs, qui étaient des nouveautés déjà qu'on avait vues la dernière fois, franchement, ça fait un combo qui est efficace. Donc j'ai hâte qu'il y ait le bouton radio. Toi, tu ressens qu'à côté Copilot, quand même, une amélioration. Même sur le modèle high throughput qu'il utilise GPT-5, donc les réponses rapides, je trouve
perso, j'ai trouvé ça plus qualitatif que la version Intéressant. 4.0 qu'on a, parce qu'en fait, on n'avait pas 4.1 dans Copilot, donc moi, je vois plus la différence, tu vois. Je suis pas passé par 4.1. Ouais, t'as pas eu les petites étapes entre deux où la différence devient quand même assez minime. Exactement. Okay. Donc ça, c'est la première. L'intégration GPT-5 dans Copilot. La disponibilité derrière Microsoft 365 Copilot de GPT-5. C'est ça. Ce qui montre encore une fois, hein, quand on fait les benchmarks en entreprise, qu'on dit oui mais Copilot il est moins bon que... Aujourd'hui Copilot est intégré avec GPT-5, donc il n'est pas moins bon que quoi que ce soit, il est au même niveau. Non, très bon. Avec des systèmes d'intégration différents. C'est ça. Dernier aparté pour ChatGPT-5, il arrive aussi pour les utilisateurs Copilot Chat, donc qui n'ont pas de licence dédiée. Le déploiement il s'est fait dans un second temps. Mais pareil, c'est la même intégration, il faut cliquer sur essayer GPT-5, mais ça va arriver avec le bouton radio par défaut. Donc ça, c'était pour GPT-5. Il y a eu plein de nouvelles fonctionnalités côté Teams, Copilot dans Teams. Alors, donc là, on passe, donc grosse annonce, c'est quand même une énorme annonce de l'année, donc GPT-5, ça devient une petite feature normale, tu sais, oui, bon, GPT-5 c'est l'annonce de l'année sur OpenAI. C'est une des annonces de l'année d'OpenAI, et du coup, de fait, disponibilité dans Copilot, ce qui montre encore une fois les relations conservées. Beaucoup de débats, d'ailleurs, d'échanges sur le marché sur est-ce qu'OpenAI va se séparer de Microsoft, mais non, a priori, ils sont repartis pour un tour et ils ont annoncé des investissements. Enfin, c'est dur à suivre. Il y a beaucoup d'enjeux financiers derrière, parce qu'il y a tellement d'investissements que c'est vrai que l'annonce de il quitte Microsoft et se séparer avec Microsoft tout de suite, boum, ça peut faire tomber les marchés. On a l'impression pour l'instant la stratégie est alignée. En tout cas, c'est toujours l'une de miel. Là. On passe à la partie nouveauté Teams. Yes. Donc n'oublions pas que Microsoft a d'autres produits que Microsoft 365 Copilot, notamment Teams qu'on utilise tous les jours pour échanger et communiquer. Qu'est-ce qui se passe sur le petit monde de Teams ? Ça devient très intelligent. Alors enfin, une nouveauté qui est arrivée, c'est la prise en compte du vocabulaire d'entreprise. Alors, c'est pas que... En fait, Copilot en bénéficie, mais en fait, c'est propre à la transcription dans Teams. Donc, j'étais curieux de voir comment est-ce qu'ils intégraient... 2025. 2025. Copilot a été un accélérateur parce que tout le monde se plaignait là-dessus. Alors, le problème, c'est quoi ? C'est que, par exemple, nous, on l'a, Fabrique, quand on parle de Fabrique dans la réunion, et ben, même si c'est un produit Microsoft... je fais que ça. Fabrique, QE, je remplace par le C. C'est un grand classique. On extrapole ça avec le nom des clients, nom de produit, les process internes, les acronymes, etc. Ça peut vite devenir le bazar, surtout quand c'est dans plusieurs langues. Donc là, c'est une option qui apparaît dans l'administration Microsoft 365, dans la rubrique Copilot, paramètres, autres paramètres, dictionnaire. On peut récupérer une structure CSV de l'administration. Et là-dedans, on va pouvoir mettre le mot, l'acronyme et même la prononciation. Parce que moi, j'étais curieux de savoir comment est-ce que certains mots, il était capable. Alors, en phonétique que tu le mets ? Ouais, exactement. Enfin, faux phonétique, par exemple, fabrique, tu vas écrire fa-bri-k. Mais pour qu'ils comprennent, c'est fabrique. T'as pas un moment où tu le prononces. Non, tu le prononces pas. Tu l'écris, voilà, exactement. En phonétique, ok. Voilà, en pseudo-phonétique, parce que c'est pas les vrais caractères phonétiques, c'est ça. Et donc, tu peux uploader comme ça, mettre à jour assez régulièrement. Du coup, le transcript comprend mieux, parce qu'il a aussi la prononciation, on va dire... Oui, c'est que Fabrique est un nom qui, si tu lui donnes, est d'habitude mal prononcé, qui remet un peu dans un contexte, Exactement, il resitue dans un contexte, tu peux lui donner la définition aussi, bientôt. C'est pas encore disponible, mais tu pourras lui donner la définition pour que ça soit plus contextualisé. Oui, qu'il sache que c'est dans cette phrase qu'on dit fabrique et pas ailleurs. Et que quand tu diras qu'est-ce que tu fabriques dans fabrique, et ben il arrive à faire quand même la différence. Test ultime, ça. C'est ça. Fabrice, qu'est-ce que tu fabriques dans fabrique on le testera. Challenge, Kevin. Donc ça, c'est première nouveauté, ça fait du bien. Ça va être supporté dans les réunions, dans les town halls, donc ce qu'on appelle les assemblées dans Teams, et les webinars, mais ça ne sera pas pris en charge dans les appels one-to-one ou dans les appels en groupe. C'est que dans les réunions, mais ce qui est déjà... En fait, il faut que tu planifies les réunions. Oui, si je fais un groupe live qui part comme ça, marchera pas. D'accord. Bon, non, mais déjà dans les réunions... Je pense que c'est surtout ça, parce que les réunions, je passe plus de temps à corriger finalement. Enfin, c'est un peu dommage d'avoir un outil qui est là pour te faire gagner du temps et qui t'en fait perdre par ailleurs. Même sur la transcription live, quand tu mets des fois les sous-titres, les trucs comme ça, enfin, tu vois, vraiment, c'était imbuvable. Et alors, c'est fou, parce que c'est un must-have. C'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps, ce fameux dictionnaire de la transcription. Ça existe depuis un certain temps, mais en fait là c'est Copilot, juste il n'y avait plus le choix pour Microsoft. Tout le monde disait en fait c'est dommage, on l'a pas. C'est ça. Donc ça c'est cool. Donc ça important parce que d'un point de vue change, adoption, il y a un vrai boulot à faire là-dessus.
C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir Copilot, plutôt qu'avoir un effet déceptif, du coup, de dire « Ah bah non, regardez, il comprend rien », si votre équipe a bien préparé le terrain et a notamment préparé tout ce beau dictionnaire culturel, contextuel de l'entreprise, l'effet sera d'autant plus impactant. Petite astuce là, comme ça, j'ai pour les entreprises. Je ne l'ai pas encore testé, mais ça va marcher parce que Copilot et GPT sont très forts là-dessus. C'est tout simplement préparer déjà la liste des acronymes, quitte à ce qu'on les extrait via Copilot et qu'on donne la structure CSV et le Copilot et on le dise complète en fait. Et après on upload. Pas besoin d'embaucher un stagiaire. Voilà, les mots, pas les biens. Dans la partie Teams, on va dire toujours un peu liée au meeting, qui va être bien, c'est Facilitator, qui se met à jour, qui upgrade et qui prend un petit peu de skills supplémentaires. Donc Facilitator, c'était un agent qu'on pouvait activer pendant les meetings, qui prenait des notes dans un composant loop, donc on pouvait coéditer les notes avec lui, et qui rappelait dans la conversation Teams, attention, il y a t'as la moitié du truc, la moitié du meeting, il y a ça à faire. Voilà, c'est ça. Qui est nativement déclenché maintenant, non? J'ai l'impression que non, tu peux, quand tu crées le meeting, dire que tu actives Facilitator par défaut. Voilà. Là, Facilitator, il va adresser un autre cas d'usage. Il y a de temps en temps des meetings qu'on fait en présentiel, donc tu n'as pas d'invitation Teams associée. Donc quand tu n'as pas d'invitation Teams et que tu es dans une salle de réunion, en fait, si personne prend des notes, tu n'as pas de notes de la réunion. Et puis vu qu'on ne sait plus écrire. Ou que les gens ne font pas forcément le compte-rendu, ou c'est toujours le même qui fait le compte-rendu, tu vois. C'est souvent ça. Apparemment moi. Hein. C'est souvent un stagiaire. C'est souvent moi. C'est ça, le roi des notes. Du coup, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire grâce à l'application Teams sur le téléphone, c'est lancer Facilitator en disant je veux lancer Facilitator pour ce meeting. C'est ce qu'on voit à l'écran comme fonctionnalité. Exactement. Pour ceux qui sont sur YouTube. Exactement. Ou Twitch. Le poser sur la table. Et faire parler, et Facilitator prend les notes. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, surtout, c'est pareil, c'est un besoin sur le marché qui a été exprimé. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent des applis. Alors, je crois que c'est Plode, si je dis pas de bêtises. C'est le truc de la carte bleue, qui fait la taille d'une carte bleue, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a une espèce d'outil qui est vendu, qui se colle derrière le téléphone, et qui enregistre toute votre note correctement dans un OneNote en mode open, sauf que bien évidemment non maîtrisé par l'entreprise. Alors ça marche extrêmement bien pour le coup. Je crois que c'est Plode, P-L-A-U-D, si je dis pas de bêtises. Je crois que certains utilisent GPT, plusieurs modèles. Et puis tu as des modèles de notes qui sont incroyables. C'est très propre. Par contre, c'est totalement hors process entreprise. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Microsoft s'aligne avec cette fonctionnalité qui est de dire, quand tu es sur un call quelconque, tu vois, même au téléphone et tout. Oui, toi-même. Non, mais même, tu pourrais être sur toi un coup de fil finalement, non? Ou c'est forcément sur une. Non, là pour l'instant, c'est vraiment. Dans le meeting. C'est pensé pour du présentiel. Tu peux pas l'activer en fond quand tu es au téléphone, par exemple. Il faut que tu crées l'invite. Non, pas forcément. Oui, il faut que tu aies l'invitation Outlook en fait. Mais en réalité, tu vois, nous trois, là, si on se fait un meeting tout à l'heure à Dublin par exemple, je crée l'invitation Outlook pour qu'on ait les bloqueurs dans l'agenda. Donc à partir de là, c'est bon. Bon, en tout cas, belle fonctionnalité qui est de dire le monde de l'interaction physique existe toujours. Je dois être continuellement aussi ce collègue qui est façon de parler, ce Copilot qui prend des notes. Et du coup, maintenant, possible hors meeting. Exactement. Avec quand même la capacité pour le téléphone de capter les sons des voix. Alors c'est toujours pareil parce que quand on est chacun à partir de son micro, casque, via son Teams, on est bien identifié. Là, on est quand même dans une conversation. Là, c'est pas précisé. Je pense pas. Je pense que l'idée, c'est de faire un résumé. Mon hypothèse, ça serait qu'il soit capable de détecter les voix si les personnes enregistrent leur profil de voix. C'est ça. Mais à mon avis, le cas d'usage, il est plus pensé pour avoir des notes en fait de ce qui se dit pendant le meeting. Parce qu'il sera pas capable de dire Kevin a parlé de telle ou telle chose, Nicolas a dit que. Pas disponible encore. Alors il faut qu'il comprenne nos voix, il faut qu'on puisse se dire Nicolas speaking, enfin des choses comme ça. Ça arrive sur la dernière partie de l'année, donc on va voir le déploiement démarrer apparemment. C'est un bon démarrage. Je veux dire que ça a l'avantage d'exister. Donc ça, très intéressant. Pareil. Finalement, comme quoi juillet-août. Eh oui, il y a qui travaillent besoin, celle-là, ou non? Non, là, ils l'ont annoncé pendant août, juillet, août, ça va arriver. Discrètement pendant les vacances. Voilà. Ça bosse. Ensuite, c'était difficile de faire chose, qu'il y en a plein. Autres nouveautés, mais qui sont un peu en lien dans la productivité et les meetings, ce sont les récaps IA personnalisés par des templates. Alors ça, c'est trop bien. En fait, quand on active la transcription côté Teams et qu'on a Copilot, il y a différentes options. Quand on a Facilitator, il prend les notes, on peut coéditer. Il y a la possibilité d'avoir les notes IA. Les notes IA, c'est Copilot qui fait lui-même le compte-rendu structuré. Donc c'est cool. Par contre, on a zéro contrôle là-dessus. Et des fois, il est mieux qu'avant, mais Copilot peut des fois faire des fixettes sur des sujets qui n'étaient pas si importants que ça.
Parfois, il se répète. Il se répète un peu. C'est-à-dire qu'il y a le titre et en dessous, il redit la même chose. Exactement. Et que tu ne sois pas aligné avec la forme. Moi, j'ai eu le cas dernièrement où je devais faire des comptes rendus d'atelier. Oui. Le formalisme ne collait pas au niveau de détail que moi j'en aurais attendu. Après, tu peux faire du prompt par-dessus. Alors, ça m'est arrivé de faire du prompt par-dessus pour dire attends, fais-moi un résumé plutôt en 15 lignes de ces sujets-là. C'était ça l'alternative. Mais bon. Du coup, tu devais faire ton prompt. Donc, tu pouvais enregistrer tes prompts à l'avance, mais c'est l'opération que tu dois faire à chaque fois. Ouais. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a note personnalisée. C'est dans la fonction récap des meeting Teams. Et là-dedans, Microsoft a déjà préparé des templates tout faits. Oui. Donc, tu as un template, par exemple, exec summary. Tu appuies dessus. Il y a déjà une structure et le compte-rendu qui va être généré par Copilot en un clic, ça suit la trame d'un exec summary. Tu peux, toi, rajouter tes propres templates. Donc, si tu prends un petit peu le temps de personnaliser les meeting types auxquels tu assistes, donc par exemple pré-qualif, avant-vente, copil, codir, tu en fais quelques-uns, tu mets ta structure une bonne fois pour toutes. Et peu importe le meeting Teams que tu assistes, tu vas dans Recap, tu cliques, tu prends le compte-rendu et c'est bon. Et du coup, c'est après coup ? C'est une fois que le meeting est terminé. Une fois que le meeting est terminé, que tu choisis le template de résumé. Tu cliques sur le bon template. En fait, tu choisis, puis tu peux tous les faire en fait. Ouais. Ah oui, tu peux tous les faire. Très bien. Donc tu fais tes 4-5, on va dire, à l'avance de ce que tu traites en général au quotidien. Tu prends le temps de faire ça une bonne fois pour toutes. Non, mais en effet, donc ça peut être imposé au niveau de l'entreprise. Alors non, pour l'instant, non, c'est vraiment personnel. Et c'est toi qui le charge ? C'est toi qui le crée, donc tu appuies sur plus et en fait tu as une fenêtre où mais donc l'entreprise aujourd'hui te donne les templates un peu qui ont été bossés et tu te les ajoutes et une fois que tu les as... Aujourd'hui, c'est une en anglais. J'avais une remarque, moi, c'est uniquement en anglais. Alors, non, peut-être c'est les templates Microsoft, mais quand tu fais tes templates et que tu mets ta structure en français, par défaut, c'est en anglais. Parce que c'est une preview. Donc les modèles Microsoft sont en anglais pour l'instant. Par contre, ton modèle à toi, tu peux le franciser. Moi, j'en ai fait quelques-uns en français comme ça. La limitation aujourd'hui, vu que c'est une preview, les modèles Microsoft par défaut, ça te donne des CR en anglais. Dommage. Tu peux supprimer un template, mais tu peux pas modifier un template que tu as fait. Après. Bon, ça va arriver, c'est de la preview. Franchement, c'est pas quand tu vois un peu la structure du truc, tu dis mais franchement, ça prend 5 minutes. Et encore une astuce, c'est que des comptes rendus que tu as fait toi-même bien rédigés pour un codir, par exemple, passe à Copilot, tu peux dire fais-moi résume-moi la structure. Si habituellement, tu as déjà ton template de résumé, les grands points et tout, il te reprend la structure et tu la réappliques. Ça prend 1 minute, tu la mets dedans et après terminé. Pareil, petite innovation, mais belle innovation. Ça change. En fait, c'est des petits trucs qui changent la vie. En effet, dans le monde de l'entreprise, là où le CR est important, c'est vrai que depuis Copilot est sorti, on a quand même beaucoup retravaillé les CR, à reprendre les transcrits, à rebosser, parce que ça correspond pas au niveau d'exigence et tout. Là, c'est cool. C'est assez statique, c'était assez comme ça. Je l'attendais. Et là, du coup, on est quand même avec la partie vocabulaire aussi. On sent que on commence un peu à adapter. Et du coup, il va aller chercher les infos qui t'intéressent dans le transcript. C'est pas juste que lui a compris et qu'il veut te mettre en avant. Donc ça se bonifie. Yep. Nouveauté qui est en lien avec le meeting, mais un petit détour, c'est que depuis début d'année, Microsoft avait annoncé l'arrivée de podcasts à Copilot. Donc au début, je me disais on avait eu des démos, belle prouesse technique, mais j'arrivais pas trop à me projeter là-dessus. Ça arrivait déjà par les notebooks. Donc les Copilot Notebooks, on met tout un tas de documents, de conversations team, la totale, et ensuite on peut interroger Copilot là-dessus. Je n'ai jamais testé. J'ai testé et c'est vachement pratique. Et du coup, j'ai eu la fonctionnalité générer des podcasts. Et du coup, c'est assez naturel parce qu'en fait, il passe à travers tous les documents. Il te fait une synthèse audio, mais pour que ça soit plus digeste à écouter, il te l'a fait sous la forme d'un podcast pour que tu assimiles un peu plus facilement, de manière plus ludique, en fait, l'information. Donc ça, c'est chouette. Ça marche en anglais. Et là, depuis peu, ça marche en français. On ne peut pas choisir maintenant la langue. Maintenant, vu qu'on est sur un tonneau français, il me le fait systématiquement en français. Tu peux mettre du lien ? Tu peux mettre du lien aussi. Ouais. Imagine, je veux mettre mes news un peu justement de l'univers MS. Tu peux mettre du lien, ouais. Tu mets les dernières news et il te fait un petit podcast. Tu peux mettre un lien, ouais. J'ai testé les podcasts pour l'instant que sur les PowerPoint, dans mon notebook, PowerPoint, Word, PDF. Mes liens, ça marche. Tu peux mettre lien, tu peux mettre loop, tu peux mettre, conversation, Channel Teams bientôt aussi. Tester. Et ça, tu le trouves où du coup ? Tu es dans Copilot ? Dans l'interface Copilot, il y a la partie bloc-notes. Et dans les blocs-notes, tu peux générer le podcast. Tu cliques 3 petits points, générer... Il y a beaucoup d'étapes. Ouais. Le mec, il gère forcément... Alors, ça mettre un bouton, essayer les podcasts. Alors, ça arrive bientôt dans OneDrive et SharePoint. Donc, en fait, sur un fichier, sur n'importe quel fichier, plutôt que d'avoir un résumé, parce que moi, par exemple, j'ai une mémoire plutôt auditive. Donc, lire un résumé, ça me gonfle un petit peu. Donc, avoir en fait un podcast, ça, c'est cool, audio. C'est vachement naturel, c'est vachement bien.
Et en fait, ils ont poussé le concept un peu plus loin. C'est une fonctionnalité qui va t'arriver bientôt dans Teams. On a tous dans notre calendrier plein de meetings. Et des fois, tu as des meetings en parallèle, tu as des meetings auxquels tu n'assistes pas. Oui. Donc, tu peux demander un récap. Jamais, ça t'arrive jamais. tu peux demander un récap à Copilot en fait. En tapant aujourd'hui, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Tu fais fais-moi un récap de ce que j'ai perdu. Enfin, si tu te connectes plus tard, ce qui est bien, c'est qu'il fait un récap de la partie que tu as perdue. Donc c'est plutôt. Et ben là, tu as une option qui va arriver bientôt. Tu vas pouvoir aller dans Teams, sélectionner les meetings pour lesquels tu veux un récap et il te génère le podcast audio de l'ensemble des meetings que tu as loupé. Que tu as sélectionné. Tu peux sélectionner, tu peux en faire un, tu peux en faire. Et du coup, c'est pensé pour être utilisé dans ta voiture. Alors attends, si jamais. c'est ça. Oui, mais par contre. Dans les bouchons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la personne du meeting ait activé Copilot? Bien sûr. Il faut que tu aies activé le transcript. Il n'a pas besoin d'avoir le Copilot, le gars qui est mais dans du le coup, ça veut dire que c'est un meeting qui est forcément de chez toi. T'es invité sur un meeting client. C'est... Oui, tout à fait. Toutes les fonctionnalités de transfert, là, je vous dis de toute façon, il faut que faut que ce soit toi, le créateur, ou au moins ta société. L'entreprise, tout à fait. Créateur du meeting, et à partir de là, tu as les résumés. Par contre, si tu es invité sur les calls partenaires, etc., tu n'as pas accès au transcript, et du coup, tu ne pourras pas faire ça. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Mais ça, c'est les limitations. Mais pour ça, tu vois, ça serait que quelqu'un ait pris des notes pour toi de les envoyer, et tu transformes ça en podcast et t'écoutes ça dans ta voiture. Okay. Voilà. Bon, c'est pareil, c'est l'innovation, ça peut être pratique. Et ces podcasts sont exportables en MP3. Donc on peut... En quoi? Pardon, excusez-moi. En fichier audio. Donc voilà. En Wave. MP3. Voilà. Wave, ça, c'était les nouveautés, on va dire. J'ai donné un coup de vieux. Avec l'USB MP3. Non, mais surtout, je ne sais pas pourquoi cette remarque du coup. Parce que pour quel cas d'usage, Kevin? Tu stockes ça dans ton OneDrive, tu peux les réécouter plus tard. Tu n'es pas obligé d'aller à chaque fois dans ton fichier. En plus, il a une réponse à tout. Exactement. Mais attends, parce que c'est disponible. Alors, c'est un podcast qui est en export MP3, mais tu peux avoir sur les plateformes même. Non, tu l'exportes et après tu le stockes dans ton OneDrive, ton fichier audio. D'accord. Okay. Là, par exemple, il y a une petite démo, c'est ça? Il y a une petite démo aussi. Un fichier MP3 que j'ai exporté du coup. L'autre jour, en faisant du tri, j'ai retrouvé mon mini MP3. Là, Hello, and welcome to an overview focused on making the most out of Microsoft 365 tools for modern work. Today, we're pulling together insights from a collection of internal Microsoft tips, along with some really eye-opening stats around task management, note-taking, surveys, and more. That's right. And it's kind of wild how these everyday digital tools shape our productivity and honestly our stress levels. We're looking at practical guides authored by Alexander, and Chloe, people who really get the pain points of Donc, bon, c'était les nouveautés. Donc, tu confirmes que pour l'instant, pas sur les plateformes podcast habituelles, tu ne peux pas directement publier. C'est vraiment pour ça. C'est les formats. De toute façon, c'est des contenus d'entreprise. Même en termes de lecture, c'est-à-dire que tu es obligé de passer par le format MP3 ou comment tu peux après faire en sorte OneDrive. Ah oui, sur OneDrive. Et ça se lit après. Ok, ça marche. En fait, OneDrive a un lecteur audio, vidéo à l'intérieur. Tu cliques et ça marche. Ok. Bon, on va tester. En tout cas, je vous ai mis une démo dans l'équipe Team, vous allez voir. Alors, ça, c'était pour les nouveautés un peu waouh. Il y a quelques autres nouveautés dans Excel notamment. Donc, Copilot dans Excel. Aujourd'hui, les interactions se passent essentiellement dans le chat. Donc, dans le chat, on peut lui demander de faire du Python pour faire de l'analyse avancée. Mais il y avait quelque chose qui était un peu lourd, on va dire, dans le chat. C'est que quand tu as un tableau Excel sur la gauche, quand tu lui dis, par exemple, tu as une colonne avec nom, prénom, et que tu veux splitter ça en une colonne nom puis prénom, tu dois vraiment décrire littéralement dans le chat en disant prends la colonne A, sépare nom, prénom, etc. Enfin, c'est un peu relou. Là, ils ont pris une fonctionnalité qui est disponible du côté Google depuis un certain temps sur leur spreadsheet. Et que tu peux aller dans la cellule directement, faire égal Copilot. Donc, tu as la formule Copilot qui arrive dans Excel. Et tu as deux paramètres. Le premier paramètre, c'est ton prompt. Tu tapes, par exemple, là, cette fois-ci, sépare nom-prénom avec ton exemple machin. Tu peux mettre virgule et tu peux cibler les autres cellules directement. Ah, ok. Comme quand tu fais somme et tu sélectionnes tes cellules, là tu fais Copilot, ton prompt et tu sélectionnes les cellules ou la feuille ou le fichier qui t'intéresse. Ok. Sans passer par le chat forcément. Quand je l'entends, je viens de me dire qu'hier j'ai fait une opération manuelle sur Excel que j'aurais pu totalement faire avec Copilot. Ouais. Alors, de combinaison de colonnes et tout, et je me dis en fait j'ai perdu un temps. Moi j'ai arrêté de le faire moi-même. Après c'est pour te rassurer, la fonction encore Copilot, elle n'est pas encore disponible sur notre tenante. Ok. C'est encore en bêta. C'est une excuse, mais je n'y avais même pas pensé en vrai. C'est dans le channel bêta. C'est en cours de déploiement. Non, c'est en cours de déploiement. C'est en cours de déploiement. Okay.
Researcher va devenir plus pratique encore. Alors moi, c'est mon agent préféré. Tu vas pouvoir choisir les sources. En fait, Researcher, aujourd'hui, fait un travail de maniaque qui va vraiment chercher partout dans ton environnement M365 et le web. Donc, Researcher, l'agent de Copilot dédié qui s'appuie sur O3, modèle de raisonnement, donc tout ce qui est réflexion un peu poussée. Ouais. Et d'ailleurs, le parallèle, c'est que Deep Research, cette fonctionnalité, est disponible maintenant côté Azure dans Foundry. Ah, cool. En tant qu'agent. Donc l'équivalent de Researcher, tu l'as maintenant côté Azure et iFoundry. Parfait. Mais ils sont forts. Et du coup, là, tu vas pouvoir choisir tes sources. Donc, tu vas pouvoir dire, limite-toi au message Teams plus mes documents, ou limite-toi qu'au web. Enfin, tu as plein de cases à cocher. Donc, ça, c'est en cours de déploiement. Ça va rendre les analyses encore plus pertinentes. Et enfin, quelques dernières nouveautés, parce que c'est vrai que là, il y en a eu pas mal sur le côté Copilot. Mode de voix avancé sur certains tenantes, qui est en cours de déploiement. Le mode de voix avancé, c'est ce qu'on a aujourd'hui en ChatGPT. Tu appuies, tu parles naturellement, tu coupes la parole, Voilà. Qu'on a beaucoup vu dans les mots de Nadella, là quand il y a eu un peu... sur la partie Copilot gratuite, grand public. Exactement. Oui, avec l'intervention d'OpenAI, avec les vidéos où il parle. Là, ça va arriver côté pro, donc en cours de déploiement sur mobile et sur PC. D'accord, sur mobile aussi. Les Copilot Skills, c'est arrivé. Donc nous, on l'a configuré chez nous et ça marche comme ça a été annoncé. Il analyse tout ce que tu as fait et il te dit, voilà les skills que je te propose de mettre en avant dans le profil. T'acceptes pas, tu sélectionnes ce que tu veux ou pas. C'est fort. Et donc c'est pour ça que tu nous quittes demain, du coup. Il n'a rien trouvé. Non, voilà, tout à fait. Voilà. Et du coup, pourtant, Deep Research, tu sais, il a beaucoup raisonné, mais quand on dit que ces technologies-là prennent nos emplois. Et du coup, ça se base sur un référentiel de 18 000 compétences côté LinkedIn, mais les entreprises peuvent rajouter leurs propres skills, comme on peut rajouter notre propre vocabulaire dans les réunions Teams. Et le dernier pour la fin, la recherche Outlook qui va enfin être améliorée. Je sais pas pour vous, la recherche Outlook, moi quand je tape un truc, j'arrive jamais à rien à trouver. C'est l'enfer. Et là, tu vas pouvoir activer le Copilot Search à l'intérieur et mettre ça par défaut. Donc quand tu cherches un sujet, par exemple mail de Kevin Vimard sur les têtes dans le cloud, et il te fait un résumé Copilot. Parce qu'on y réfléchit, on dit, attends, on a Outlook, il est carrément tout intégré dans M365, donc pourquoi Copilot, il n'a pas accès à cette partie-là c'est bon, ça va arriver en cours de déploiement. Ça va être fort, parce que tu vois, moi je suis de ceux qui n'ont jamais classé mes mails. J'ai tout fait reposer sur la recherche, parce que avec la recherche et les bons mots-clés, tu trouves tout. Mais des fois, tu as des situations tu trouves pas où tu ne mets pas la main dessus. En effet, c'est sûr. T'as pas la date, ou tu sais pas pourquoi il t'échappe, tu vois. Et c'est très frustrant de savoir que ça existe. Et qu'en fait, tu le trouves pas. Et du coup, la recherche est très, c'est soit par personne, soit par document. Donc tu joues un peu avec tous les filtres, mais ça bloque un peu. Puis il suffit qu'il y en ait un qui soit pas bon, boum, c'est fini, ton filtre, exactement dans l'espace. Donc enfin, c'était juste une compilation. Il y a encore une vingtaine de nouveautés là qui arrivent cet été. On verra dans un autre épisode. Je vois pas pourquoi on a fait un programme du coup. Je suis désolé. Non, écoute, en l'occurrence. Il y a l'Ignite qui arrive en plus, donc ça va être encore. Mais en l'occurrence, pour le coup, je trouve qu'il y a quand même de grosses avancées. Donc c'est là où je le disais, c'est pas anodin, même pendant l'été, on a des choses, templates de réunion, etc. C'est incroyable. Globalement, qui vont vraiment avoir donné de l'impact encore plus à Copilot. Donc un bel été côté M365. On va passer on se donne encore une grosse vingtaine de minutes pour tenir à peu près notre moyenne. Nicolas, côté fabrique, quelles sont les nouveautés? Est-ce que c'est du vrac? Est-ce que tu as quelques gros sujets qui se différencient? Un peu comme Kevin, il y a pas mal de choses. Sur l'été, finalement, ils ont été assez productifs. Il y a la Fabcom quand même qui arrive là dans 10 jours, donc on se dit, ils ont balancé quelques petits biscuits histoire de faire passer l'été. Mais il y a quelques petites nouveautés, et certaines étaient finalement assez attendues, en tout cas plutôt intéressantes, plaisantes même. Donc j'en ai retenu 3 parmi celles, alors il y en a peut-être une quinzaine là, une bonne quinzaine pendant l'été. Ils n'ont pas chômé, oui. Alors que finalement la Fabcon arrive là, et puis... c'est... Alors après on verra ce qu'il y aura pour la Fabcon du coup, alors peut-être de nouvelles expériences, on tease un petit peu dans 2 semaines, mais sûrement de belles choses qui vont être annoncées. En attendant, on a quand même quelques petites choses. Alors, on a la partie shortcuts qui a été, je dirais, assez intéressamment modifiée, en tout cas améliorée, notamment pour la partie transformation. Il faut savoir que le shortcut, je rappelle, c'est j'ai un lakehouse, je veux accéder à la donnée source. Si ma donnée source est compatible, je crée un shortcut, j'accède à ma donnée, et ensuite, je la travaille directement. Je la recopie, et ensuite, je peux faire ce que je veux avec. D'accord ?
Donc ça, c'est vraiment le principe du shortcut. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de raccourci, très logiquement. Raccourci, et ne nécessite pas la recopie. Ne déplace pas la donnée, permet de la voir, de la travailler. Voilà, contrairement au mirroring qui impose un stockage de la donnée sur Fabric, là, il n'y a pas de recopie de la donnée. Par contre, on utilise la donnée pour en faire tout ce qu'on veut faire derrière. Après, l'exemple, typiquement, j'ai construit mon data lake sur du Amazon, du conteneur S3. Là, j'ai toute ma donnée, j'ai un gros data lake d'entreprise. Je travaille côté Azure avec Fabric. J'ai pas envie de refaire un data lake avec la donnée brute pour avoir une copie et repayer 2 fois, etc. En fait, je vais voir la donnée de mon data lake, je vais pouvoir la travailler dans Fabric sans la déplacer, virtuellement. Cool. Mais ça a S3, un impact sur le data lake d'origine. Si tu fais des traitements de modification, d'écriture. Alors, il y a oui, parce que dès que tu accèdes à la donnée source, évidemment, tu utilises... C'est un accès direct. C'est un accès direct. Okay, donc, il y a quand même un peu de conso. Mais... Alors, non, tu fais pas de l'écriture. Tu la vois, tu la consommes. On la consomme uniquement. Si tu la modifies, tu stockes côté Fabric la copie. La copie modifiée. En fait, l'altération que tu as fait, elle est côté Fabric. Oui, alors il n'y a pas de modification sur la source. C'était en lecture, on va dire, sur le data. De consultation. Exactement, c'est une consultation, alors qu'il peut se faire sur Azure, AWS, GCP, et il y a quelques, il y a quelques OneLake, simplement. Et le OneLake. Et du coup, l'avantage, c'est que c'est virtualisé, donc j'ai pas de duplicat physique. Ah, c'est chouette. C'est une source unique. Et par contre, si en effet j'ai modifié la donnée, finalement j'ai créé une nouvelle donnée. Ça ne vient pas écraser la précédente, ça vient de stocker la nouvelle. Donc le principe, le shortcut est essentiellement destiné à reprendre de la donnée, on va dire, de type CSV, du fichier essentiellement. En général, c'est plutôt le mirroring qu'on va utiliser pour la donnée très structurée avec des lakehouse ou des warehouse externes. Là, comme on est plutôt sur des fichiers, on utilise beaucoup le raccourci, donc le shortcut, pour accéder à la donnée. Donc là, la nouveauté, c'est que maintenant, on va pouvoir faire de la transformation. Alors, de base, on le voit là dans le screenshot. Donc là, j'ai pris un exemple avec des CSV que j'ai mis pour donner un petit peu de contexte. J'ai stocké ça dans OneLake, d'accord, dans un lakehouse bronze. Et à partir d'un lakehouse que j'ai mis en silver, désigné en silver, je vais attaquer ces fichiers CSV qui ont la même structure. Donc c'est des fichiers classiques. On pourrait imaginer des fichiers par exemple qui sont actualisés tous les mois. Donc j'ai mon fichier de janvier, mon fichier de février, de mars, etc. Ma consommation tous les mois. Et puis ils ont la même structure. Je vais les prendre. Je prends carrément tout le dossier. C'est au format CSV. Alors on voit qu'il détermine que c'est du CSV. Il me propose quelle est la structure, quel est le délimiteur de ces fichiers CSV. Alors la transformation ne fonctionne qu'avec des fichiers de type CSV pour l'instant. D'accord, on n'a pas encore l'Excel, ça fonctionne avec du CSV. Voilà. Après, on verra s'il y a d'autres formats qui sont supportés. Et donc, à partir de là, on va pouvoir, en faisant next, avoir une récupération de ces fichiers au format Delta. C'est-à-dire que les fichiers vont être non seulement intégrés via le raccourci, mais ils vont être intégrés avec le format, ce qu'on appelle le Delta, donc Delta Table. Et donc, sous forme de table dans mon lakehouse de Silver. Donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'avant, ce que je devais faire, c'était un raccourci. Donc ça me faisait les fichiers, donc ça me mettait une image des fichiers. Je devais faire la transformation manuellement pour les transformer après en Delta. Dataflow par exemple, ou voilà, Notebook. C'était pas très compliqué, mais il fallait le faire. Là, ça le fait automatiquement, c'est-à-dire que ça me construit directement la table au format Delta à partir de ces fichiers CSV directement dans mon... Donc le shortcut intègre les étapes de transformation, en tout cas une partie. Voilà, alors quand on parle de transformation, soyons clairs, c'est la transformation en format Delta. C'est tout. Il n'y a pas d'autres transformations, on ne va pas pouvoir faire du split, nom, prénom, etc. Pour l'instant, c'est pas prévu. Mais voilà, mais en tout cas, ça transforme ça dans un format Delta, qui là est supporté par évidemment OneLake, on le sait, un format Delta, voilà. Donc ça, c'est l'intérêt. Alors, je me suis amusé après à rajouter des fichiers. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, là, j'ai des fichiers janvier, février, mars. Tiens, je vais rajouter avril, mai, juin dans mon lakehouse pour voir s'il les prend. Alors, c'est là où j'étais un petit peu déçu. C'est pas instantané. C'est-à-dire qu'il m'a fallu faire plusieurs rafraîchissements. Enfin, en tout cas, fermer mes lakehouse, voir si en les rouvrant, ça faisait quelque chose. Faire des refresh au niveau des lakehouse. Bon, ça a pris un peu de temps. Ça a fini par fonctionner. Et voilà, je pense que la fonctionnalité n'est pas encore tout à fait sèche. Dans ton cas d'usage, si c'est en mensuel, ça passe. Ouais, alors s'il faut attendre un mois... Non, là j'ai attendu peut-être 1 heure ou 2. Pragmatisme à toute épreuve. Attention, j'ai fait ça sur des fichiers très légers, de quelques kilooctets. Vraiment quelques lignes, 3-4 lignes, c'était vraiment du test. Pas sur du temps réel. Non, puis on n'est pas sur des... déjà, c'était sur quoi en Kappa? Oh là, c'était une F2 ou une F4. Ça vient peut-être de là, non?
Peut-être aussi. Enfin bon, sur quelques lignes, tu te dis, bon, tu t'attends à ce que ce soit un peu plus instantané. Et en fait, là, un petit peu déçu par le fait que voilà, ça les prend pas en compte tout de suite. En tout cas, quand j'allais interroger en SQL, ma table finale, j'avais beau relancer la requête, j'avais pourtant ajouté des nouveaux fichiers CSV dans mon Lakehouse Bronze, mes nouvelles lignes n'apparaissaient pas. Il a fallu attendre un peu, fermer, réactualiser un peu le shortcut. Enfin, bref, donc voilà, c'est un petit peu le côté un petit peu déceptif. Maintenant, je sais que la fonctionnalité est assez récente et je pense que ça va évoluer. J'imagine que ça va s'améliorer avec le temps, mais voilà, c'est un petit peu le côté un peu négatif de la chose. Mais c'est vrai, comme tu le dis, si c'est pour des fichiers, si c'est pas des fichiers en temps réel, donc genre toutes les 5 minutes on a un nouveau fichier, si on les a tous les mois, ça devrait être OK. Voilà. Donc facilitation de la transformation en format parquet, Delta. Delta Table. Bon, après, il y a du parquet derrière, ça reste du parquet, parce que il y a de toute façon sur la même structure. Lors de l'utilisation des shortcuts. Tout à fait. Voilà. Ça enlève une étape, globalement. Oui. Bon, ça enlève une étape, c'est du confort. C'est un petit plus. Voilà. Ouais, c'est du confort, et puis ça permet d'avoir aussi, pour des personnes qui sont pas nécessairement au fait de tout ce qui est Delta, CSV, etc., d'avoir un truc qui fait, OK, c'est du fichier. En fait, vu que c'est ton format natif presque, à un moment, pourquoi avoir cette étape de préparation entre les deux, quoi. Voilà, en fait, c'est plutôt, je dirais, pour le néophyte qui, en fait, se dit, OK, je fais un shortcut sur un CSV, hop, attends, c'est du CSV. En fait, je vais te le mettre en Delta, quoi. T'embête pas, etc. Alors que quelqu'un qui connaît déjà se dit, je vais faire la transformation après. Là, ça permet de faire tout d'un coup pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement l'habitude de faire ce genre d'opération. Ok. C'est une bonne chose. Je prends. Voilà. La deuxième nouveauté, ça va être là, pour le coup, sur les warehouses. Pas de bêtises dans l'ordre. C'est le snapshot. Si tu peux mettre l'écran du snapshot. Ouais, c'est ça. Nouvelle instantanée de l'entrepôt. Alors, je suis désolé, je fais mes screenshots en français. Contactez-moi si vous les voulez en anglais, et puis je ferai en anglais pour les prochaines fois. Donc les warehouses. Alors, voilà. Les warehouses, l'entrepôt de données. Le data warehouse au sens plus générique. Un format dans Fabric disponible au même titre que les donc il ne contient que de la donnée structurée, je le rappelle. Donc que des tables, pas de fichiers, pas de choses comme ça. Le warehouse n'est pas mort, il existe toujours dans Fabric. Non, il n'est pas mort, loin de là. En plus, on peut y accéder avec du SQL. On peut même écrire en SQL dans du warehouse, qu'on ne peut pas faire dans du warehouse, pour information. Donc il y a quand même des fonctionnalités un peu spécifiques au warehouse. Et bien là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des snapshots, donc des instantanés de ce warehouse. Et on va pouvoir, justement, alors ça, c'est quelque chose qui... alors, pareil, je dirais un petit peu ce qui m'a gêné un petit peu dans cette fonctionnalité. Alors, elle est intéressante dans le sens où déjà, on peut revenir jusqu'à 30 jours en arrière. C'est-à-dire qu'on a un warehouse aujourd'hui, on est le 4 septembre, on peut revenir jusqu'au 4 août de notre warehouse pour faire l'instantané de cette date. Si je dis, tiens, je veux faire l'instantané du 31 août, comme je le montre là, j'ai fait un instantané du 31 août de mon warehouse, il a sauvegardé en fait. Comme un historique en fait. C'est un historique, c'est un snapshot. C'est une image à un instant T, et cet instant T, c'est pas simplement l'instant de maintenant, qu'on peut faire. Il y a une option qui dit à jour, donc tu peux faire l'instantané du jour, mais tu peux faire aussi l'instantané des jours précédents jusqu'à 30 jours en arrière. Donc tu peux prendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas sur une notion de la donnée d'il y a 30 jours, les modifs et tout. Enfin, c'est la version vraiment de ton entrepôt avec toute l'évolution que tu aurais fait à l'époque. Tu as un impact monstrueux globalement. Tu fais des modifs, tu fais évoluer le format de ton data warehouse. Si à un moment, tu ne t'y retrouves plus, de voir comment j'étais il y a un mois parce que ça marchait bien il y a un mois, c'est ça. Tu reviens en arrière. C'est ça. En fait, on utilise aussi les capacités du Delta finalement qui nous permet de, qu'on appelle naviguer dans le passé finalement avec nos données, notre structure. Avec le format acide. Voilà, alors il y a le acide, mais ça c'est plutôt effectivement les contraintes d'une base de données issue de la partie transactionnelle qui permet de dire qu'une base de données permet de stocker de la donnée et de ne pas la perdre. Ça c'est encore un petit peu différent. Là c'est vraiment de se dire, on a un format Delta, on a la possibilité de faire un petit peu du time travel, c'est un peu la fonctionnalité issue de... Bon, je vais donner les noms, Snowflake et autres, voilà. On font aussi depuis. Ça existait même avant ça. Mais Time Travel, c'est encore plus ancien. Historique des bases de données que beaucoup de clients. On avait déjà ça dans beaucoup de clients. Mais ça a été vraiment mis en avant avec la technologie Snowflake. Aujourd'hui, on l'a évidemment avec le format Delta dans Fabric. Et donc, la fonctionnalité qu'on voit là utilise justement la possibilité de parcourir les données même dans le passé. Et ça de façon très graphique avec justement cette histoire de snapshot. Je dis, au 31 août, je veux faire une capture de mes données. Et ensuite, ça fait un objet, ça crée un objet. D'ailleurs, on le voit dans la salle. Tu forces la capture, par contre, c'est pas auto. Alors voilà, ça c'est ce que je vais dire après au niveau de là où je suis pas content. Mais bon, après, les fonctionnalités sont comme ça. Voilà, ça crée ce qu'on appelle un instantané ou un snapshot.
Donc c'est un objet qui est rattaché à mon warehouse, comme vous pouvez le voir, il y a un lien de rattachement. Et donc, je vais pouvoir l'interroger comme si c'était mon warehouse classique. Donc avec du SQL, je rentre dedans et je peux vraiment l'interroger comme si c'était mon data warehouse. Snapshot en autant de place que ton warehouse. Ah bah voilà, c'est ça, c'est que ça stocke. Oui, évidemment, ça fait un duplicata. Donc voilà, attention aussi au stockage de la donnée. Encore une fois, tous ces éléments-là ajoutent effectivement du stockage sur la partie OneLake, donc un coût potentiel. Et moi, j'ai toujours l'image de l'opérateur Windows quand tu reviens sur tes versions précédentes. Tu cherches les jours en disant j'ai tout cassé. Et ce jour-là, il l'avait snapshoté. Voilà. Il y a eu le snapshot sur Windows. Windows se faisait son propre snapshot. Donc là, on a un peu cette fonctionnalité-là. Alors, bon, ça fonctionne bien. Je l'ai testé, effectivement. Puis si on regarde les screenshots après, on voit bien qu'effectivement, il notifie bien. D'ailleurs, voilà, ici, il le notifie bien en haut. Alors là, je suis dans l'instantané. Et donc, je peux l'interroger. Donc, j'ai accès à évidemment, ma base, avec mon schéma en dessous, mes tables, etc., mes vues, enfin, si j'en ai créé. Et donc, j'ai effectivement en haut marqué, c'est un instantané, de telle date à telle heure, parce qu'on choisit même l'heure. Et donc, à partir de là, je peux faire une nouvelle requête, je peux l'interroger classiquement. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Là où je vais être un petit peu retort, mais bon, encore une fois, il faut critiquer, c'est que ce n'est que manuel. C'est-à-dire que je ne peux pas programmer d'instantané. Aujourd'hui, je ne peux que le faire un peu comme ça. En fait, je crée un instantané en manuel et voilà. Donc, si je fais un instantané tous les mois à minuit, en fait, tous les mois à minuit, il faut que je me connecte et je crée l'instantané. Ou alors que je revienne en arrière en disant, crée-moi l'instantané de la fin de mois précédent à minuit. Ça peut s'automatiser. Du workflow, non, tu peux pas? Alors aujourd'hui, au sein de Fabric, là, je ne peux pas. Dans l'interface, je ne peux pas. Non, via Power Automate, par exemple, non? Bon, je pense pas. Aujourd'hui, même un PowerShell, un script, je suis pas sûr que ça soit faisable. En tout cas, c'est un peu dommage d'avoir cette fonctionnalité un peu graphique très intéressante, très élégante, et de ne pas avoir la possibilité de l'automatiser. Après, je pense qu'il y a aussi des raisons de... Voilà, si on commence à automatiser un snapshot toutes les heures, on peut avoir des trucs complètement fou loufoques où les gens vont exploser leur consommation. Parce que tu as dit les 30 derniers jours, mais c'est 30 fois 24 heures en fait. Tu peux prendre un snapshot de chaque heure sur les 30 derniers jours. Tu peux aller à l'heure. Ouais, tu peux descendre à l'heure. Tu peux dire, tu peux faire un snapshot toutes les heures, par exemple, sur les 30 derniers jours. Enfin, tu peux. Non, ça devient un peu. Donc, l'actualisation peut être effectivement un élément qui fasse exploser complètement la capacité, à la fois en termes de capa et même en termes de stockage. Donc, tu vas te retrouver avec des milliers et des milliers de snapshots qui ne serviront pas. Donc, je comprends qu'ils aient effectivement limité au fait de faire ça manuellement. Maintenant, ça aurait été pas mal, au moins de limiter dans le scheduling. Dire, admin qui te permet je peux en faire que quelques-uns, un peu comme on le fait avec Windows. On peut aller jusqu'à 5 versions précédentes, choses comme ça, et puis après, on fait une sorte de robotisation qui supprime les versions les plus anciennes, ou dire, on peut pas faire moins que toutes les semaines. Là où tu as eu des plus gros changements, tu pourrais imaginer. Voilà, alors après, le changement, mais là, ça demande une analyse un peu plus poussée de données que je mets dedans. Mais voilà, là, en tout cas, la fonctionnalité est là. Je pense qu'elle évoluera. Alors, peut-être pour la FabCon, on va nous annoncer que ça y est, c'est schedulable. En tout cas, voilà, la fonctionnalité est là et l'avantage d'être accessible maintenant, si on veut le faire, on peut le faire. Encore une fois, ça reste de la gouvernance. Je dis souvent, dans Fabric, il faut mettre de la gouvernance, sinon on peut partir très vite dans n'importe quoi. Donc ça, c'était la deuxième news. J'avance parce que je vois le temps qui passe. La troisième, c'est... Tu veux dire le temps qui nous reste? Le temps qui passe, le temps qui nous reste, oui. Tout à fait. Oui, le temps qui passe. Par rapport à celui que Kevin a pris. Pardon. Ouais, mais bon, ces nouveautés sont tellement... Je rigole, bien sûr. Il y avait les effets waouh au début. Oui, je terminerai avec la multi-planification. Le fait de pouvoir planifier donc des exécutions multiples sur la même tâche. Alors, ça, par contre, c'était super attendu. Je dirais que des 3 news, c'est peut-être celle qui me plaît le plus. Pareil, j'ai encore une fois une petite je vais encore râler un petit peu sur une chose, mais c'est normal. Hein, putain, ils t'ont sorti plus qu'SQL Server. Tu peux être content. Là, oui. Ah, mais SQL Server, c'est vrai que c'était un petit peu... Voilà. Mais là, qu'est-ce que la multiplanification? Alors, dans un copy data, un copy job, un copy data, on a possibilité donc de faire une planification de l'exécution de cette copie. Donc, cette copy data, c'est très simple. Je prends mes données dans une source de données, la copie, je la mets dans un lakehouse, un warehouse, voire même maintenant une base de données, voire même peut-être pourquoi pas un event house, bref. Donc, stockage dans OneLake. Okay. Jusqu'à maintenant, on pouvait faire une seule planification, comme beaucoup d'outils et ça je vais en parler après, beaucoup d'items dans Fabric.
C'est-à-dire que voilà, j'exécute le truc, si j'exécute toutes les heures, tous les jours, etc. Là, on peut rajouter, il y a un petit bouton en dessous, on le voit bien, ajouter un calendrier ici. Et quand, tu peux passer sur le deuxième screen, quand on clique dessus, ça nous ajoute... non, il y avait un autre screen. Ça nous ajoute en fait un petit... Voilà, exactement. Voilà. Ça nous ajoute en fait un deuxième calendrier en dessous. Et donc, je vais pouvoir comme ça aller... Alors, je sais plus, il y a une limite, je crois. Alors, c'est 5, je crois, de mémoire. 5 calendriers maximum. Donc, on va pouvoir rajouter des calendriers d'actualisation. C'est-à-dire que je peux dire, actualise-moi tous les lundis à 9h, puis fais-moi une autre actualisation... je sais pas, tous les jeudis, machin, ou là j'ai toutes les semaines, par exemple, après je peux faire tous les mois. Donc c'est des calendriers différents. Jusqu'à maintenant, je pouvais faire par exemple toutes les semaines. Toutes les semaines, le lundi matin. Par contre, si je voulais faire tous les mois en plus, je pouvais pas. Là, je peux faire, tu me fais toutes les semaines lundi matin à 9h. C'était un job, une règle. Voilà, c'est un job, une règle. Là, je peux dire toutes les semaines le lundi matin à 9h. Et puis là, rajoute-moi aussi toutes les fins de mois, le 31. Par exemple, tous les 25 décembre, je vais voir... Il y a encore un autre tous les trimestres, puis encore un autre, un dernier tous les ans. Fais-moi... Tu sais qu'en gros, tu sais que tu as plusieurs livraisons de ta donnée, par exemple, pour X raisons. Finalement, plutôt que faire 10 jobs, t'en fais un avec multiprogrammation. Voilà, c'est ça. Okay. Donc en fait, voilà, donc c'est encore une fois cette possibilité. Alors, c'est là où je vais être un petit peu râleur. Oh non, non, ça marche pas. C'est dommage, c'était qu'un sneak peek. Tu nous as eu, Nicolas. On verra la FabCon. C'était l'effet Contoso. Voilà. Non, mais c'est une très belle chose. Encore une fois, ça fonctionne. Sur le papier. Non, ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne qu'avec les copies data. Ça ne fonctionne pas avec le reste. C'est-à-dire que j'aurais voulu sur les dataflows. Les dataflows. Non, le dataflow, ça reste du scheduling basique avec, ton dataflow, tu peux le scheduler une fois toutes les semaines et puis c'est tout. Et tu peux pas rajouter de calendrier. On verra à la fin. Okay. C'était le mot de la fin. donc c'est une fonctionnalité plutôt de paramétrage un peu plus fin, du coup. C'est comme attendu. De façon générale, d'être coincé par un seul calendrier pour rafraîchir ses données, j'avoue, c'est un peu stupide. Okay. C'est-à-dire que si toi, chez des clients, on a tous ces clients, tu es obligé de dupliquer, c'est-à-dire que tu es obligé de faire des jobs supplémentaires. Tu es obligé de faire plusieurs jobs, un job qui va tourner toutes les semaines, un autre qui va dire celui-là c'est job mensuel, un job qui sera trimestriel et un job qui sera annuel. C'est stupide, ça fait plein de jobs. Alors que là, un seul job, et puis tu le schedules plusieurs fois, et comme ça... Le job, ça a un impact sur ta capa fabrique, c'est ça ? C'est surtout un impact surtout sur ta gouvernance, encore une fois. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des trucs partout. Alors, si le truc tourne pas, c'est lequel, machin. Alors, il faut underscore annuel, underscore machin. Est-ce que tu le mets dans le même dossier ? Est-ce que tu le mets pas dans le même dossier ? Ah oui, relou. C'est, qui est responsable de ça ? La limite que tu dis... Plus le monitoring. Elle est qu'aujourd'hui, ça serait bien de le généraliser. Ou d'objets type dataflow. Tout ce qui doit s'exécuter, donc au moins les dataflows, je dirais, les dataflows, même si je suis d'accord, je suis pas le premier à défendre les dataflows. Et donc on peut être un peu optimiste et dire c'est sur la bonne voie, vu que ça vient d'arriver sur au moins des assets. On se dit que ça peut arriver sur d'autres sujets, même sur les modèles sémantiques. Les modèles sémantiques, à voir si effectivement on pourra le faire aussi. Encore une fois, ces objets-là ne bénéficient pas de cette nouvelle fonctionnalité, mais on peut imaginer que dans les prochaines semaines, pourquoi pas, dans les prochains jours, on puisse avoir ce genre de choses. Justement, je vais rebondir là-dessus. Et je vais, donc, elle se passe où la FabCon d'ailleurs cette année ? Alors, c'est Vienne. À Vienne, on en avait parlé. Ta wishlist, ça serait quoi pour la FabCon ? Qu'est-ce que tu aimerais voir arriver ? Les calendriers. Non, alors, il y a un truc qui me turlupine depuis plusieurs mois, voire même années, c'est des expériences. Je ne sais pas si vous vous souvenez, alors après je fais un peu de teasing, on a eu à un moment donné plusieurs expériences dans Fabric qui sont apparues, qui ont disparu assez vite, dont les SQL Database, qui sont taillés, avec Cosmos DB aujourd'hui. Et là, on en avait d'autres expériences. Et ces expériences-là ne sont jamais réapparues. Donc je me dis, s'il y a une belle annonce, surtout que ils nous ont quand même un peu gratifié de pas mal de choses là. Qu'est-ce qui avait disparu, par exemple ? Alors je me souviens plus, je crois que c'était un truc flow, un flux flow, je sais pas quoi. C'est pas un data flow, mais il y avait un truc comme ça. Alors, en tout cas, il y avait 2 voire même peut-être 3 expériences qui étaient apparues et seule la SQL Database finalement a été mis en... Alors, est-ce que les autres sont en préparation ? Est-ce qu'il va y avoir vraiment la big annonce ? Alors, ça serait quand même pas mal pour une FabCon. Après, je me dis, on arrive quand même dans un produit assez mature, donc est-ce que maintenant on va avoir des grosses annonces ? Je pense à Copilot, je me dis, bon, on a une version un peu allégée de Copilot. On en avait, il n'y a pas longtemps, on avait l'équivalent du moteur ChatGPT 3.5. On est passé au 4. Peut-être que l'annonce, ça va être, maintenant, on bénéficie du 5. Ouais, bon, super. Voilà. J'ai peur qu'il y ait pas mal de sujets IA.
ça sera IA. Pour moi, c'est obligé. C'est obligé qu'on ait de l'IA. Moi, là où je m'interroge, c'est est-ce qu'on va avoir aussi cette évolution de la plateforme vers les sujets d'intégration, un peu plus, tu vois, intégration interapplicative, etc. Il y a une vraie demande client. Enfin, là-dessus, à chaque fois... souvent, la Power Plat, c'est ça, la Power Platform? Oui, un peu le low-code du flux de données, tu vois, pour connecter deux outils entre eux. Et c'est vrai que c'est une demande très forte. On peut le faire aujourd'hui, c'est pas le sujet. Mais, après, c'est pas le but d'une vraie plateforme data, d'un data hub. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Dans la vision data hub, je suis pas d'accord, tu vois, parce que tu pourrais imaginer. Ça dépend jusqu'où tu pousses le curseur. C'est vrai que tu parles de flux de données, tu pourrais imaginer que c'est du flux pur, du flux effectivement de fichiers, du flux au sens propre. Exactement, tu fais du flux dans Fabric. Est-ce que c'est pas le data flow qu'on a vu dans les expériences qui serait ce genre de et ça, j'aimerais bien voir si un jour ils vont aller dessus, parce que pour moi, il y a un sujet. Et après, tu vois, moi, je suis curieux de voir aussi si on va avoir de l'évolution côté PureView Fabric. Parce que pareil, sur la gouvernance de données, on a tous le sentiment qu'il y a un truc bien autour de PureView. Mais pourtant, aujourd'hui... les annonces PureView font aussi partie intégrante de la FabCon. Hein, non, mais justement. Pour moi, il y a un énorme potentiel à jouer pour Microsoft là-dessus, sur développer l'expérience PureView, son intégration. Parce que là, c'est dur. La partie data quality, tout ça, il y a plein de choses à faire. Et on sent que la nouvelle expérience est meilleure que la première. Mais l'adoption est difficile. L'adoption est difficile. Bon, le pricing, là aussi, le pricing est incompréhensible. Bien d'accord. Mais au-delà de ça, on sent que ça pourrait faire plus. En fait, ça pourrait faire beaucoup plus. Et il y a une vraie demande client qui est prêt à aller vers PureView. En plus, qui dit, si c'est PureView, dites-le nous. Mais voilà, moi, je suis curieux de voir si on va pas accélérer sur cette partie. Le dernier sujet sur lequel je pense qu'on pourrait avoir des news, c'est la gouvernance. Peut-être plus d'outillage de gouvernance. On le voit avec le monitoring. On commence à avoir le FUAM, tout ça. On commence à avoir pas mal d'outils qui permettent encore... mais qui sont à chaque fois des trucs au GitHub à te redéployer toi-même et tout. Peut-être que là, du coup, Microsoft dirait ok, il y a beaucoup de choses qui se font un petit peu par des T'as rien de natif en gouvernance, et ça, c'est scandaleux. Et c'est ça, je pense, effectivement, un des sujets qu'il faut vraiment améliorer sur la plateforme, c'est que pour l'instant, il n'y a pas assez d'outils de gouvernance au sens général. En plus, assez monitoring et pas gouvernance au sens global. Donc, tu vois, t'as un petit peu il manque vraiment le côté COE Starter Kit que t'as sur Copilot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait depuis les airs Power BI que la gouvernance est clé, qu'il ne faut pas se foirer parce que tu peux vraiment louper ton déploiement d'entreprise et tout. On ne peut pas commencer sans gouvernance. Et en fait, aujourd'hui d'ailleurs, la bonne pratique, c'est de démarrer avec ta gouvernance, mettre tout ton cycle de vie, tes personas, tes rôles, tes droits, et ton monitoring en place. Et on voit à chaque fois, on repart sur du monitoring custom, alors que tu aurais un beau studio de monitoring hyper pointu. C'est disponible. En plus, tous les rapports sont disponibles, les FUAM et tout. Mais intégré natif, sans avoir à le redéployer toi-même, sans avoir, etc. Tous les prérequis qu'il faut, etc. Je ne comprends pas, alors que déjà sur Power BI, ça aurait dû exister, que ce soit pas natif. Et ça, Microsoft gagnerait vraiment des points si tu avais un control tower vraiment assez puissant de toute ta gouvernance, l'adoption, les usages et tout. Parce que là, il y a beaucoup de choses. Il y a l'admin monitoring, c'est un truc spécifique. Après, on a la partie admin du tenant, admin portal, où tu as aussi du monitoring. Voilà, il y a effectivement les applications. Les applications de monitoring au niveau des capacités. Maintenant, on a aussi la nouvelle application, elle s'appelle... j'ai un trou, mais il y a deux apps de monitoring. Hein. Il y a le chargeback, pardon. Tu vas voir que ça va se finir en coach gouvernance, un copilot gouvernance, où tu pourras dire qui a accès à ça, dis-moi, hop, et tu. Non, mais il y a le chargeback, il y a l'application de chargeback. Ça se trouve, nous, à un moment, ça s'appelait Copilot, toujours Copilot Control System, mais en fait, c'était la gouvernance éclatée en plein d'outils, PureView. Non, mais là, t'es un endroit où ça ressemble tout. Mais maintenant, petit à petit, ça converge vers un endroit. Moi, je pense qu'il y a ça. Et donc ça amène la maturité. Et puis le dernier sujet, je pense que le real-time est quand même un truc sur lequel Microsoft investit beaucoup ces dernières années. Le real-time, et on voit bien, ça n'a pas encore tout à fait... Pour moi, c'est pas encore tout à fait mature. Cette offre-là, on essaie un peu de la travailler au niveau de l'équipe. On sent bien, il y a les event house, il y a l'event stream. Mais attends, il y a des trucs qui arrivent là. Donc, il y a des choses encore qui... On a un petit commentaire pour rebondir dessus. Il y a Méthodidacte qui nous demande si on a évoqué les real-time endpoints de data science dans Fabric. On ne l'a pas évoqué, mais ça fera peut-être l'objet effectivement d'un sujet. C'est vrai que ce serait pas mal. Alors, oui, c'est pareil, hein, encore une fois, des fonctionnalités, des items assez peu utilisés, on va dire. Et ça fera peut-être l'objet effectivement d'un... Faudrait que je fasse ça. Tu te le notes
Prochaine émission, on l'aura peut-être dans le cadre de la J'avais fait une démo justement real-time complet chez un client, mais ouais, ce serait l'occasion de faire un truc vraiment dédié. C'était sur la partie data science qui était évoquée plutôt, je crois. Mais il y avait marqué real-time. Hein. Ouais, exactement. Real-time, c'est ça, hein, real-time endpoint, c'est ça. Hein. Ouais. Dans Fabric. Donc pour te répondre, Méthodidac, ça n'a pas été évoqué dans le sommaire, non. Mais ça le sera un jour. Je charge Nicolas. Quand j'aurai très râler sur des nouvelles fonctionnalités. Exactement. On va passer à la dernière partie. Alors bon, du coup, en vrai, elle est quand même un peu plus light. Du coup, parce qu'on s'est déjà dit beaucoup de choses et on va pas refaire une session globale. Globalement, moi, je vais vous faire un petit point sur ce qui s'est passé côté Azure et iFoundry. Globalement. Entre juillet et août. Juillet, ça a été un mois de petites annonces. On a eu un peu d'évolution sur le modèle Image One, celui du fameux studio Ghibli, où maintenant on a une meilleure conservation de la fidélité. On peut un peu plus finement régler ce qu'on souhaite conserver en termes de charte graphique, etc. Donc moins dénaturer les images. Ce côté studio qu'on a côté ChatGPT, où on sent qu'on tend de plus en plus à dire ok, tu me changes la scène, mais tu me fais pas tout, ce côté-là. Donc il y a un paramètre qui s'appelle l'input fidelity qui permet de régler ça maintenant. On a ce qui s'appelle le partial image streaming qui est arrivé. Ça, c'est le côté, vous savez, quand ça précharge un peu l'image pour que tu puisses la voir et que tout de suite tu aies un premier visuel avant qu'elle soit terminée. Voilà. Bon, encore une fois, on est dans un monde pass, donc c'est du sur-mesure, c'est plutôt pour ton modèle que tu construis ou ton applicatif. Donc tu es moins dans une expérience plateforme et du coup, c'est de la fonctionnalité par fonctionnalité que tu peux appeler. Du coup, qui peut avoir un rôle ou pas en fonction de ce que tu construis. On l'avait évoqué lorsque tu as parlé de Researcher. On a le Deep Research Agent qui est disponible maintenant en tant qu'agent dans Azure. Alors, Microsoft conserve un peu la même philosophie dans Azure et iFoundry. On a la partie agent. Et on va avoir des agents templates qui sont mis à disposition, notamment aussi par une partie un peu marketplace, GitHub, d'agents qu'on peut facilement déployer. Ce qui est intéressant, c'est que ce côté, par exemple, O3 Deep Research, qui correspond totalement finalement à ce qu'on a sur Copilot, on va le retrouver déployable en pro-code côté Azure et iFoundry. Donc ça c'était le mois de juillet. J'ai pas grand-chose de plus qui m'a sauté aux yeux. Par contre, après, mois d'août, du coup, pareil que toi, Kevin, arrivée de GPT-5, on en a parlé. Alors derrière, en vrai, côté Azure, on va retrouver 4 sous-modèles, du coup, qui ont été qui peuvent être appelés. Donc là où, quand tu es sur ChatGPT, tu as le modèle central. Derrière, nous, on va pouvoir jouer plus finement. On a le GPT-5 global. Donc 200. Donc on a aussi un allongement de la fenêtre contextuelle qui peut être prise en compte. Et ce qui est plus important aussi, c'est en termes de tokens. Je crois qu'on a 272 000 tokens maintenant qui peuvent être pris en compte. Ça a son importance finalement, c'est plus tu charges d'infos à un chat GPT, etc., plus que ce soit du texte ou de la conversation complète, plus ça a de l'impact parce qu'il se rappelle de plus de choses. C'est un des enjeux de GPT-5, c'était augmentation du nombre de tokens, de ta fenêtre contextuelle. Après, on a un GPT-5 chat pour le côté plus multimodal, conversationnel qui est arrivé avec 128 000 tokens. On a un GPT-5 mini. Du coup, là, on reprend l'idée un peu de nano, etc. Pour des choses plus faibles et notamment, ils le disent, pour de l'appel d'outils convivial en temps réel. Pour de l'inférence un peu plus rapide. Et alors non, on a le mini qui se différencie du nano pour les petites tâches. Il y a un nano aussi. Donc ça, finalement, c'est aussi ce que GPT-5 va faire derrière quand il bosse avec vous. C'est appeler chacun de ses petits sous-modèles. S'il voit que c'est une tâche rapide et que tu dois avoir une réponse rapide, tu auras le nano qui intervient, etc. Donc ça, on les retrouve dans Azure sur plusieurs data zones, États-Unis, Europe, etc. Full dispo, annoncé quasiment en temps réel par rapport à OpenAI, dans la même logique qu'on a évoquée sur Copilot. Moi, ce que j'ai retenu, c'est 2-3 autres petites news. Alors, il y a un nouvel outil qu'ils ont sorti côté Azure qui s'appelle le Freeform. Donc, une meilleure liberté d'expression pour notre ami GPT-5. En fait, l'intérêt, c'est quoi ? On a souvent dit aujourd'hui qu'on donnait des skills, la capacité à un LLM de pouvoir appeler un outil externe pouvant être une base de données. Le problème, c'est que finalement, entre ce langage naturel que l'on a, LLM comprend, et votre outil cible, ça demandait un certain niveau de travail pour pouvoir formaliser au format JSON, souvent, la manière dont il allait pouvoir finalement communiquer avec votre outil cible, par exemple en SQL ou en Python, script Python, etc. Donc du coup, il y avait une étape de préparation
qui permettait de faire cette traduction entre le langage naturel que comprend le LLM, qui est son mode de fonctionnement, et l'interaction qu'il allait avoir avec un outil qui lui comprend le langage naturel. Et le JSON était un peu notre framework entre ces deux mondes. Et du coup, aujourd'hui, ce freeform va permettre à GPT-5 de s'exprimer directement dans le langage. Donc on a plus cette phase de préparation au format JSON. Il va savoir aujourd'hui envoyer des requêtes SQL, envoyer des scripts Python ou n'importe quel fichier de configuration, etc. Sans qu'on ait eu besoin de structurer au format JSON la manière d'interagir. Exactement, il se débrouille. Donc, moving on down, I have some automatic data set in there for you. So that way, when you go to run il apprend les langues étrangères, quoi, tout simplement. Il apprend les langues étrangères et ou les langages étrangers. Et où il prépare lui-même ce formalisme si à un moment il est toujours nécessaire. En tout cas, ce n'est plus une tâche de ton côté. Donc ça, pareil, toujours dans ce côté, on avait parlé des serveurs MCP, ces connecteurs facilitants qui permettent de décrire un outil pour qu'un LLM puisse comprendre comment s'interagir. Dans la même veine, ce freeform donc, qui est disponible de côté Azure dans Azure AI Foundry va nous permettre de faciliter l'intégration de votre GPT-5 avec des outils externes. Le deuxième petite news que j'avais remonté, alors c'était quelque chose aussi qu'on pouvait tester, notamment quand on faisait du MCP aujourd'hui. Si vous utilisiez un cloud desktop, par exemple, donc pour pouvoir avoir accès à des outils externes, on déployait par exemple l'outil qui s'appelle Playwright, voilà, qui nous permet de manipuler un navigateur. Donc là, moi quand je faisais la démo, je disais tiens, regardez, avec le desktop, je peux les réserver sur Airbnb parce que j'avais le serveur MCP d'Airbnb, comprendre comment il allait interagir avec les fonctionnalités du site, mais pour faire ça, il allait sur le navigateur. Donc il me fallait les deux, il fallait que j'ai le Playwright pour générer la navigation, qui reste nécessaire pour accéder à Airbnb, et derrière, il fallait que j'ai le connecteur MCP pour comprendre les fonctionnalités d'Airbnb, et qu'en langage naturel, en fonctionnement LLM, il sache comment utiliser le search, les filtres, etc. Donc les deux étaient nécessaires. Ce Playwright, maintenant, est disponible côté Azure, généré dans le cloud. Donc là où finalement, c'était mon navigateur desktop qui aujourd'hui me permet d'avoir un agent qui navigue, aujourd'hui, je l'ai virtualisé, finalement dans le cloud, j'ai une instance de navigateur qui va être dédiée pour mon agent pour aller naviguer. Global. Un peu ce que va faire nécessairement un copilot. C'est-à-dire quand tu lui dis aujourd'hui va sur le site, alors je ne sais plus dans quelle mesure Copilot peut naviguer sur le site, et globalement il voit que le contexte de la page. Il voit que la première page. Il navigue pas dessus. Globalement, l'idée, mais c'est un peu la même chose. C'est déjà aller sur la première page, récupérer un peu d'infos. Là, il peut aller carrément plus loin. Il peut naviguer sur le site, etc. Sauf que chercher les informations, faire des filtres, comme tu l'as dit, appliquer des filtres, etc. Sauf que jusque maintenant, il me fallait une instance de navigateur en local qui tourne mon propre navigateur, et on voyait le navigateur, etc. Qui bougeait. Aujourd'hui, je peux faire en full cloud, dire j'ai un agent qui tous les jours va sur tel site web. Et en fait, le site web, c'est Azure qui te le gère. C'est un peu la même logique qu'a eu le RPA. À un moment, t'es pas obligé d'être en attended. Exactement. C'est un peu la même chose. C'est exactement le même principe. C'est en effet, quand tu faisait de la robotic process automation, soit tu laissais un PC tourner, et à un moment, c'est lui qui ouvrait les choses, etc. Tu vois les soit en back-office, finalement, en fonçant que t'es ton PC qui tourne, t'avais une machine virtuelle qui était ouverte et qui te permettait de simuler ton environnement et éviter que tu aies un PC on-prem qui tourne, une instance on-prem. Donc exactement, c'est le Playwright Workspace qui est disponible dans Azure AI Foundry et qui va nous permettre du coup d'amplifier toute la partie scénario, agentique, etc. Donc ça, c'est plutôt une grosse avancée, notamment pour ces fameux agents qui sont censés aller naviguer pour nous sur le web. D'un point de vue infra, tu te disais, attends, c'est dommage. Moi, je suis environnement full cloud, je fais de la solution cloud, et demain, je fais comment ? Je suis obligé d'avoir des petits serveurs on-prem qui tournent, qui font tourner des agents. Non. Aujourd'hui, on va avoir ce côté Azure qui soutient virtuellement. Donc ça, c'est plutôt très intéressant d'un point de vue avancé. Exactement. Donc côté AI Foundry. Et le dernier sujet que je voulais évoquer, alors j'aime bien toujours regarder un peu ce qui se fait en avancée côté Microsoft Research, vous le savez. Moi, il y en a un qui m'a intéressé sur l'été. Ça s'appelle Vibe Voice. Alors, le vibing est un mot à la mode aujourd'hui dans l'écosystème AI. Vibe Voice, c'est un modèle open source. D'ailleurs, je vous fais une petite aparté quand même dans les grosses news qu'il y a eu sur l'été.
et la mise à disposition des modèles open source de GPT. Ils n'avaient jamais eu de modèle open source, donc c'est disponible dans Azure aussi. Comme quoi, les GPT... la concurrence a du bon. Exactement, oui, mais l'ouverture en open source des modèles GPT est disponible maintenant sur 2 types de modèles, ils appellent les GPT OSS, disponibles et déployables côté Azure AI Foundry. Donc grosse révolution quand même, parce que jusqu'à maintenant, OpenAI c'était pas du tout leur modèle, c'était pas du tout leur modèle, préservé ses modèles. Donc assez impressionnant, ça a été quand même une grosse annonce et je vous la passe juste comme ça. Donc Vibe Voice, c'est quoi l'idée? C'est un modèle de voix, du coup, qui est extrêmement réaliste. Alors j'ai pas l'extrait vidéo, on le fera peut-être la prochaine fois, mais pas eu le temps de le fournir. En tout cas, il y a une page GitHub, il y a des démos YouTube, vous pouvez regarder ça. Et l'idée, c'est quoi? Alors, c'est déjà assez proche de ce qu'on avait un peu dans les démos d'OpenAI en anglais, qu'on n'a pas encore trouvé en français, sur le ton réaliste, un peu les intonations, les sentiments, l'émotion, déjà. Mais l'enjeu, c'est surtout de simuler de la multi-conversation avec plusieurs personnes. Donc, en fait, comment demain, tu as 4 voix qui discutent entre elles naturellement. C'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir une vraie interaction, que ça se coupe, etc. Donc l'idée c'est c'est multilingue, etc. Et donc l'objet c'est vraiment de faire de la simulation de voix, mais ça rejoint tout à fait ta logique de podcast finalement. C'est qu'aujourd'hui on voit l'apparition de podcasts où tu as une interview et 2 personnes qui se parlent pour t'expliquer un sujet. Là, Microsoft Research va plus loin dans l'interaction où typiquement on voudrait faire un épisode des Têtes dans le Cloud. Ça, on va parler de ça. Avec nos voix, 4 personnes, et le même ton naturel qu'on a de se couper, de s'interrompre, etc. C'est Vibe Voice qu'il te faut. C'est-à-dire que tu lui fournirais, tu fais un premier truc, tu lui dis, prends-moi toutes les news, tu me fais des résumés, 4 thématiques, voici tes 4 interlocuteurs, et ils doivent avoir une discussion débattue, etc. C'est ce type de modèle qui va te permettre d'avoir quelque chose où Et nous, on va au resto pendant ce temps-là, on va manger tranquillement. Parce que ce qui est dur quand t'es 4, quand t'as 4 voix, c'est de pas faire l'enchaînement. Pas juste je parle puis il parle. Non, on est 4. Antoine il est en train de rêver derrière, il fait il n'y aura pas de problème des micros. C'est ça. Exactement. Et non, mais ce sera intéressant à tester. Donc, c'est sur GitHub, c'est open source. Je vous encourage à le tester si vous avez l'occasion. Mais typiquement, toujours dans cette logique podcast, notamment, où on pourrait imaginer, même sur des fins de formation, tout comme ça, pour voir de la simulation. Mais même au niveau des influenceurs, c'est de plus en plus le cas. On commence à avoir quand même, notamment en Asie, des influenceurs qui ne sont pas du tout réels virtuels, entre eux. Il y a plusieurs influenceurs. Donc là, ils ont poussé l'exercice d'aller faire ce côté table ronde, simulation d'une table ronde, naturelle, c'est ça l'enjeu. C'est pas juste j'enchaîne des voix, elles sont bien, mais on voit que c'est pas naturel. C'est comment finalement je reprends un transcript, par exemple d'une table ronde, j'ai pas eu du tout, je suis journaliste, j'ai eu que le transcript. Je veux le resimuler, je donne le transcript et ça me refait la table ronde. Tu revis une réunion, par exemple. Ou revivre une réunion, etc. Donc assez intéressant, ça s'appelle Vibe Voice, vous pouvez le retrouver. Donc pour rappel, il y avait une page dédiée d'AI Foundry qui s'appelle Labs, où vous retrouvez un peu tous ces nouveaux modèles. Voilà, c'est un nouveau modèle frontière, et du coup, c'est toujours cette quête finalement que l'on a autour de l'IA de plus de réalisme. Ça arrivera peut-être un jour dans les notebooks de Copilot, et ça a attiré mon attention durant cet été. Je vous remercie de nous avoir écoutés, on va finir là-dessus. Bon, assez surprenant, mais un été assez dense, pas mal de petites choses, et surtout, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais moi c'est celle que je préfère, les petites news qui passent comme ça mais qui changent la vie. On a eu pas mal côté Fabric, pas mal côté Copilot Teams, un bel été. Prochaine étape les amis, on vous le rappelle, donc rendez-vous alors on tournera certainement le soir ou le lendemain de la FabCon. En tout cas, on va travailler comme d'habitude à vous sortir un débrief de la FabCon qui se tient du 15 au 16 à Vienne cette année. C'est 4 jours. 4 jours. Il y a les workshops, tout ça. Il y a le partenaire, il y a le jour partenaire, c'est le 15. Donc ça, c'est que les partenaires qui sont là. Et ensuite, du 16 au 18, donc 16 et 18. Voilà, il y a la keynote du 16 au matin. Bon, les infos, on les a le 15 déjà. Voilà. 15 au matin, déjà tout le monde là. Donc la FabCon, prochaine étape. Et on aura le plaisir de vous retrouver à ce moment-là. On vous souhaite une belle rentrée pour ceux qui reprennent le chemin du travail très prochainement ou en ce moment. Et puis on vous dit rendez-vous au prochain épisode des Têtes dans le Cloud. Salut.